Mesdames et messieurs, je me présente, je suis Guéniène Touré, étudiante en licence 3 Génie civil et secrétaire générale du club Génie civil. À travers cette initiative, le club a souhaité apporter un éclairage technique et responsable sur un événement qui a suscité beaucoup d'inquiétudes dans l'opinion publique. On parle de l'affaissement de l'immeuble qui s'est produit à Ngor. En tant qu'étudiant et futur ingénieur, il nous est essentiel de comprendre les causes profondes d'incidents afin de mieux prévenir les risques liés à la construction dans nos environnements et urbains. Pour cela, nous avons le privilège de recevoir aujourd'hui le docteur Papastano Faye, docteur en géotechnique et environnement, maître de conférence à l'université Iba Der Thiam de Thiès, spécialiste reconnu des sols et fondations. Docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci mademoiselle Guéniène Touré pour cette invitation. C'est en tout cas à moi de vous remercier et de remercier également le club Génie civil pour m'avoir accordé cette interview qui permettra de revenir un peu sur les problèmes enregistrés au niveau des grandes villes de Thiès, Dakar et Touba, où des cas d'effondrement de bâtiments sont enregistrés très souvent et que, étant des spécialistes en géotechnique, en génie civil, nous avons notre mot à dire par rapport à ça pour mieux expliquer les raisons qui peuvent être à l'origine de ces problèmes-là. Merci. Sans plus tarder, nous allons passer à la question que tout le monde se pose. Quelles sont les causes probables de l'effondrement? Merci encore pour cette question. Alors, ce qu'il faut en fait préciser est que maintenant, la ville de Dakar, sous l'effet de l'évolution démographique, connaît aujourd'hui des pressions sur le logement, ce qui a même engendré une mutation profonde de l'habitat au niveau de ces grandes villes. On assistait avant à une expansion latérale du bâti. Aujourd'hui, compte tenu du fait que Dakar est une ville saturée, il n'y a plus pratiquement d'espace où construire. On assiste à une expansion qui est plus ou moins verticale, c'est-à-dire des constructions d'immeubles qui poussent un peu partout parce qu'il y a une demande forte de logement. Il y a certains quartiers qui sont plus impactés par cette expansion. C'est les quartiers qui sont les quartiers de Ngor, Almadies, n'est-ce pas? Donc, pour ne citer que ça, il y en a d'autres. Alors, mais maintenant, la réalisation de ces ouvrages qui sont élancés vont nécessiter un certain préalable. Alors, ce préalable, ça va aller l'architecte, donc le cabinet d'architecte, qui doit produire des plans. Produire des plans pour que le bâtiment, bien l'immeuble qui soit construit, ait une forme et également qui est donc réalisable. Alors, et après ça, il y a une phase qui est importante et c'est pratiquement la deuxième phase, c'est l'étude que le génie civil, les spécialistes du génie civil doivent effectuer. Donc, c'est l'étude structurale qui doivent prouver la faisabilité de ce qui a été produit par le cabinet d'architecte et qui doit aboutir à des plans, n'est-ce pas, donc de béton et également le ferraillage de l'ensemble donc de la structure du bâtiment. Et cela également va plus tard interpeller le géotechnicien. Donc les laboratoires de géotechnique dont le travail est d'analyser le sol et de prouver que le projet qui devra être réalisé peut être supporté par le sol. Alors, maintenant, c'est des phases en réalité qui doivent être respectées. Et on peut dire parfois que peut-être les gens ne peuvent pas avoir l'information ou parfois c'est des étapes qui ne sont pas du tout respectées. Alors, si je reviens par exemple à ce qui s'est passé à Ngor Almadies, on peut supposer qu'il y a eu un certain peut-être laxisme dans ces phases.
compte tenu du fait que, donc je suppose, parce que c'est un dossier qui est donc en fait en cours, et il y a des enquêtes qui sont en train donc d'être faites. Donc on va juste donner des hypothèses. Hein. Donc ce qui s'est passé quand on a fait une visite de site et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une fouille en masse qui a été réalisée. Et cela se justifie du fait que, compte tenu du fait que c'est des ouvrages à multi-étages, aujourd'hui on ne peut plus faire nos fondations dans ces grandes villes, on ne peut plus faire des fondations qui sont des fondations superficielles. Alors parce que le sol est très sollicité, mais à cela également s'ajoute le fait que si vous réalisez un bâtiment multi-étage, alors on vous recommande de prévoir un souterrain pour le garage. Ça, c'est pour permettre aux gens qui vont occuper le logement de pouvoir avoir où, n'est-ce pas, donc garer leur véhicule. Ce qui fait que donc, si vous voulez faire un souterrain, vous êtes obligé de descendre à des profondeurs allant de 3 mètres en dessous du terrain naturel. Alors, pour réaliser de telles fondations, il faut faire une fouille en masse. Mais cela aussi nécessite un préalable. Un préalable pour protéger la mitoyenneté. Comme je l'ai dit, compte tenu du fait qu'il n'y a plus d'espace, pratiquement sur un terrain, le terrain sur lequel vous allez construire, il y aura une mitoyenneté. Donc il y aura des immeubles qui sont aux alentours, ce qui constitue des charges importantes. Si toutefois maintenant ces fouilles sont réalisées sans qu'un blindage soit fait, pour éviter une décompression du sol, pour éviter également éventuellement l'écoulement de l'eau, cela peut être un facteur déclenchant, n'est-ce pas, donc le phénomène donc d'effondrement des bâtiments. Alors si on revient maintenant du point de vue géotechnique, sur le contexte géotechnique de cette localité, vous avez au niveau d'un gorge où on est à proximité des mamelles. Donc on connaît tous l'histoire, en tout cas de ces mamelles, qui sont des roches volcaniques. Alors quand vous arrivez au niveau d'un gorge, n'est-ce pas, donc dans le sous-sol, on va également traverser ces mêmes types de roches, mais qui ont subi une altération. Et cette altération a donné naissance à des sols qui sont purement argileux. Et à cela également, il faut ajouter le niveau de la nappe qui est très proche, presque à la surface. Et parfois, il y a des périodes où cette nappe va remonter en surface. Alors, si on prend ce mélange argile et plus eau, ceci va donner un matériau qui est très tendre. Et ce matériau maintenant très tendre va également être un facteur qui va influencer le glissement, n'est-ce pas, donc des ouvrages et donc entraîner l'effondrement du bâtiment. Et ceci sera accéléré par le fait qu'il y avait une fouille à côté, n'est-ce pas, donc qui va permettre à l'eau de s'écouler et cette eau en s'écoulant bien sûr va entraîner avec elle donc le matériau argileux. Donc ça, c'est un des facteurs qui peuvent être à l'origine de l'effondrement qui a été observé. L'autre facteur qu'on peut citer, qui est peu probable, c'est également la nature du matériau qui a été utilisé au niveau du bâtiment qui s'est effondré. Donc, un problème structural. Donc, si une étude au préalable n'a pas été effectuée au niveau du bâtiment, garantissant la qualité de ces matériaux, cela également peut être un facteur. Nous n'allons pas trop développer parce que nous pensons en réalité que le premier facteur que nous avons dégagé est assez suffisant pour expliquer ce qui s'est passé au niveau, n'est-ce pas, de l'effondrement de l'eau. Le troisième, qui se passe généralement à Dakar, c'est les besoins d'extension des bâtiments.
En réalité, comme il y a une pression au niveau du logement, les propriétaires de ces maisons ont tendance parfois à vouloir gagner de l'espace en hauteur en construisant de nouveaux étages. Alors que cela doit nécessiter un préalable. Si toutefois un propriétaire va faire une extension, une étude technique doit être réalisée pour voir si l'existant est capable de supporter cette extension. Et si toutefois cela n'est pas le cas, il faut envisager un renforcement des semelles, un renforcement des appuis de l'ouvrage. Et maintenant, cette étude n'étant pas réalisée des fois, on fait une extension qui va surcharger le bâtiment et la structure ne va plus tenir, ce qui va engendrer donc des effondrements. On entend parfois parler d'effondrements de dalles, n'est-ce pas, qui sont très récurrents en période pluvieuse, qui peuvent également lier à ces aspects-là. Merci, M. Merci pour ces éclaircissements. Notre deuxième question est, quels sont les dispositifs que le maître d'ouvrage peut prendre pour s'assurer que le maître d'œuvre respecte les normes? Voilà, tout à fait. Donc là aussi, c'est très important de le préciser. Tout à l'heure, j'ai un peu expliqué l'enchaînement que doit suivre un projet, n'est-ce pas, donc, de construction. Et maintenant, une fois que le cabinet d'architecture a produit ses plans et que le bureau d'études structurales a fait son travail, le laboratoire de géotechnique également a fait le démarchement des fondations à travers une étude de sol. Maintenant, l'étape suivante, c'est la réalisation de l'ouvrage. Et à côté de cette réalisation de l'ouvrage, il faut un bureau de contrôle. C'est le bureau de contrôle qui va suivre l'ouvrage et va garantir la qualité donc, de cet ouvrage. En faisant le contrôle du matériau qui est utilisé, est-ce que la résistance du béton a été respectée, oui ou non? Si tel n'est pas le cas, donc on va demander à l'entreprise qui est chargée de l'exécution de démolir pour être conforme au cahier de charge. Les plans également, les recommandations qui ont été faites par le bureau structural doivent être respectées à la lettre. Et l'organe qui garantit ce respect-là, c'est le bureau de contrôle. Et généralement, pour en tout cas la plupart des projets, ce bureau de contrôle, le bureau de contrôle n'est pas présent. Ce qui laisse conscient à l'entreprise chargée donc, de réaliser le projet, donc si elle n'est pas de bonne foi, à pouvoir en tout cas dérouler tranquillement sans avoir des contraintes ou bien recevoir des redressements venant de l'autre partie. Pour la troisième question, quand une excavation dépasse le niveau des fondations voisines, quelles techniques précises doivent être mises en place pour garantir la stabilité des ouvrages voisins? Voilà, tout à fait. Ça aussi, c'est des éléments sur lesquels le rapport d'études géotechniques doit préciser à chaque fois, si toutefois le terrain présente une microanité. Alors, vous savez qu'en fait, les bâtiments qui sont construits, c'est des surcharges qui sont appliquées au niveau donc, du sol. Mais ces charges qui sont appliquées au niveau du sol ne se limitent pas tout simplement à la surface d'emprise. C'est des charges qui vont impacter, n'est-ce pas, donc le voisinage. Aussi bien la nouvelle construction et les constructions qui existent déjà. Donc, ce qui fait que si toutefois maintenant vous faites des fouilles qui vont aller au-delà du niveau des semelles du voisin, il est toujours recommandé de faire un blindage pour éviter la décompression donc, du sol et ce qui pourrait entraîner une instabilité donc, de l'ouvrage voisin qui est à côté. Donc, ce qui est recommandé, c'est faire un blindage, bien un mur de soutènement pour éviter donc des cas d'instabilité des ouvrages environnants.
Pour finir, tout à l'heure, nous vous avons demandé s'il y a des dispositifs que le maître d'ouvrage peut prendre pour s'assurer que le maître d'œuvre respecte les normes. Mais aussi, y a-t-il une inspection qui peut, dont les voisins, s'ils voient que même la construction d'un côté ne respecte pas les normes, qu'ils peuvent contacter pour gérer les problèmes? Par rapport à cette question, je pense que dans le bâtiment, quand même, pour la réalisation du bâtiment, il y a une certaine organisation. Donc, vous avez des structures qui sont responsables de veiller également au respect des dispositions constructives ou bien donc des conditions qui doivent être réunies pour qu'un bâtiment ou bien un immeuble soit réalisé. Donc, vous avez l'inspection générale des bâtiments, qui est en tout cas une structure qui joue ce rôle-là, le droit de contrôle par rapport au respect donc des démarches ou bien des papiers à fournir pour que la construction soit autorisée, notamment la fourniture de plans archi, de plans béton visés, également la présence d'un contrôleur. Et à cela aussi va s'ajouter la structure qu'on appelle DESCOS, qui est aussi chargée de voir la disponibilité des documents prouvant que le propriétaire du terrain a fait en tout cas les démarches nécessaires par rapport donc au terrain sur lequel il est en train donc de bâtir. Ces structures doivent en tout cas faire jouer le rôle dans la réalisation de ces ouvrages en faisant respecter les dispositions constructives, en faisant également respecter les conditions préalables qu'il faudra réunir pour pouvoir en tout cas réaliser tranquillement donc, son projet de construction. Malheureusement, c'est en tout cas structures qui ne sont pas assez dotées pour pouvoir faire correctement leur travail. Donc, quelque part, on dira même que c'est pour, en tout cas, ce qui concerne IGB, donc c'est des structures qui n'ont pas la logistique nécessaire pour pouvoir faire le déplacement sur le chantier et pour pouvoir contrôler. Et c'est là où j'interpelle les autorités qui sont chargées de cette question, de faire en sorte que ces structures qui sont appelées à faire respecter l'ordre au niveau, n'est-ce pas, de la réalisation des projets de construction, qu'ils puissent bénéficier en appui du gouvernement pour pouvoir faire tranquillement le travail. Parce qu'il y va de soi de la sécurité des personnes, également des riverains, donc au niveau, n'est-ce pas, donc c'est grave. Docteur Faye, merci encore pour toutes vos explications claires et précises. Cet échange nous a permis de mieux comprendre les enjeux techniques, humains et réglementaires liés à la sécurité des ouvrages. Nous espérons que cette interview aura permis à chacun, professionnel comme grand public, de prendre conscience de l'importance d'une ingénierie responsable, rigoureuse. Maintenant, si vous avez un dernier mot à dire. Alors, mon dernier mot, ça sera surtout de vous remercier de m'avoir accordé cette opportunité d'échanger avec vous sur ces questions où l'opinion publique a besoin d'être éclairée. J'invite à tous les acteurs du bâtiment, qu'on essaye encore une fois d'échanger sur cette question. Il devient de plus en plus préoccupante. En réalité, depuis quelques années, on commence à enregistrer des cas d'effondrement. Et ce cas d'effondrement au niveau d'un bord a pu engendrer des pertes de vies humaines. Nous ne resterons pas là à observer cette situation qui va donc s'empirer de plus en plus. Il est temps que les acteurs du bâtiment se réunissent et ensemble qu'on essaie de voir ce qui serait opportun d'être fait, afin que ces investisseurs et également ces entreprises qui s'activent dans le cadre du bâtiment puissent avoir, n'est-ce pas, des textes, puissent avoir également des documents de référence qui les permettront de réaliser leurs ouvrages sans pour autant mettre en danger
les usagers de ces constructions, mettre également en danger ces riverains. Donc c'est un débat sur lequel j'invite tous les acteurs du bâtiment pour essayer de réfléchir ensemble et proposer des solutions qui vont arranger tout le monde. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle interview.